Un jour peut-être, en marchant le long d'une rivière, en prenant ton bain ou tout simplement en buvant un verre d'eau, tu entendras une petite voix. Bonjour, comment tu t'appelles? Tu te souviendras alors de l'histoire qui est arrivée à Eddie, le fils de mon voisin, un soir qu'il se brossait les dents. J'y croyais pas. Une sorte de petite bulle d'eau qui me parle dans le verre à dents. Bonjour, comment tu t'appelles? Trop fort. Je me croyais comme dans un film à la télé. Moi je m'appelle Eddie, j'ai dit. Moi, c'est H2O. H comme hydrogène, O comme oxygène. Je suis une petite goutte d'eau pure. Une petite goutte d'eau pure. Voyez-vous ça? Elle se prenait pas pour n'importe qui, celle-là. À qui tu parles? A dit ma mère. Et ne laisse pas couler l'eau du robinet quand tu te brosses les dents. Elle a raison, ta mère. L'eau est un bien précieux. Voilà qu'elle s'y mettait, elle aussi. Faut pas gaspiller l'eau, faut pas verser n'importe quoi dans les WC, dans l'évier, faut pas polluer les rivières. Bon, ça va, j'ai compris. L'eau est un bien précieux. On sait bien que ce sont les enfants qui font le plus attention. H2O a alors entrepris de raconter son histoire à Eddie. Un vrai film d'aventure. Écoute ça. Ça commence dans l'océan. De là, elle s'élève dans l'air, voyage dans un nuage, retombe sur la terre et s'infiltre dans le sol. Ensuite, tu la retrouves embringuée dans une histoire de forages, de tuyaux, de châteaux d'eau, de pompes qui l'amènent en ville jusqu'au robinet. Et c'est pas fini, car la voici à nouveau sous terre, dans les égouts, pour aboutir complètement épuisée dans une station d'épuration. Rejetée dans la rivière, elle finit par retrouver la mer et ses grands copains les dauphins. Tu parles d'un méga périple. Elle appelle ça le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau. Là, je dois dire qu'il m'a surpris, Eddie. Surtout lorsqu'il a affirmé, très sûr de lui, « Tu comprends, d'après la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pareil pour l'eau sur la Terre. La quantité d'eau totale est restée inchangée depuis plus de 3 milliards d'années. 3 milliards d'années, tu te rends compte? et c'est H2O qui t'a raconté ça? Pour commencer, elle m'a expliqué comment, chauffée par les rayons du soleil, l'eau des océans, des lacs, des rivières s'évapore et passe à l'état gazeux, comme l'eau qui chauffe dans une casserole. Elle m'a également parlé de l'évapotranspiration. C'est la transpiration des plantes qui dégage aussi beaucoup d'eau, en particulier les arbres dans les grandes forêts tropicales. Je parie que tu n'y avais pas pensé. Et toute cette eau évaporée s'élève dans l'atmosphère. Du coup, en se refroidissant, la vapeur d'eau se transforme par condensation en minuscules gouttelettes qui s'accumulent et forment les nuages. Tu vois, c'est simple. Eddie était devenu très savant. J'imaginais la scène avec H2O dans le verre à dents, en train de lui raconter son méga périple. Là-haut, dans les nuages, on est des millions et des millions de petites H2O prêtes à nous transformer en pluie, en grêle ou en neige. Le vent nous pousse vers la terre et hop, on se précipite. Nous voilà de retour. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. La grenouille a fait son nid dessous un grand parapluie. Oui, bon, peut-être que ça t'amuse, mais moi, la pluie, merci du cadeau. Mais à qui tu parles? Lui a encore demandé sa mère. Tu ferais bien d'aller te coucher. N'oublie pas qu'il y a école demain. D'accord, j'y vais. Et pendant que H2O lui expliquait que pluie, neige, grêle, tout ça c'est la même chose, de l'eau sous différentes formes qui tombe des nuages, Eddie s'est installé tranquillement dans son lit en posant le verre près de lui. H2O avait encore plein de choses à raconter. Le cycle de l'eau ne faisait que commencer. Alors, elle t'a parlé du ruissellement quand elle dégouline sur le sol? De l'infiltration? Des nappes phréatiques? Bah évidemment. Je peux même te dire que j'en connais un bout sur la question. Par exemple, si tu tombes à la campagne, c'est pas compliqué. Tu t'infiltres immédiatement dans le sol et tu te laisses glisser, ni vu ni connu, vers une nappe souterraine. En ville, là, c'est autre chose. Les gouttières, les trottoirs, les caniveaux. Bonjour les égouts. Je te raconte pas, c'est plutôt moisi comme plan. Tu veux que je te dise? Le top du top, c'est dans les montagnes. Toutes les petites taches d'eau en rêvent. Waouh, là c'est super cool. Tu ruisselles sur les rochers, tu t'engouffres dans les torrents, tu rejoins les lacs, les rivières et tu retournes tranquillement à la mer en te laissant porter par le courant. Et pour toi, comment ça s'est passé? Lui a demandé Eddie. J'ai atterri en pleine campagne, dans un champ de céréales. Et quelques mois plus tard, je me suis retrouvée dans une belle nappe phréatique.
À nouveau, Eddie a fait son érudit. Tiens, je parie que tu sais même pas comment se présente une nappe phréatique. J'en avais une petite idée, mais j'ai joué les imbéciles. Comme un grand lac souterrain, évidemment. Trop nul! Quand je vais raconter ça à H2O, alors là, elle va bien se marrer. Bon, je t'explique. Une nappe phréatique, c'est comme une éponge géante logée sous terre. Au début, elle est à sec. À un moment donné, l'eau qui s'infiltre est arrêtée par une couche d'argile imperméable. Là, elle s'accumule peu à peu, on pourrait même dire goutte à goutte, en se glissant dans les millions d'interstices laissés par les sédiments. Comme si l'éponge se gorgeait d'eau. Et c'est là qu'on va la chercher. Et en effet, confortablement installé dans sa nappe souterraine, H2O attendait la suite de ses aventures qui allaient la conduire jusqu'au ver à dents d'Eddie. Tiens, j'ai un copain à l'école, tout le monde l'appelle Google. Il a toujours plein de trucs à t'expliquer. C'est lui qui m'a raconté comment l'eau potable arrive jusqu'à nous. D'abord, tu captes l'eau par forage, en creusant le sol jusqu'à la nappe. Une fois l'opération terminée, tu pompes l'eau en la filtrant et tu la stockes dans de grands réservoirs, des citernes ou encore des châteaux d'eau. Google m'a même décrit le fonctionnement d'un château d'eau. Pas question de tomber à sec, tu penses bien, m'a-t-il dit. Alors, l'eau est pompée 24 heures sur 24 jusqu'au sommet. C'est génial! Tu es aspiré d'un seul coup, tu sors du tuyau et tu te retrouves dans une piscine. Enfin, presque. Et comme on a fait exprès de construire les châteaux d'eau en hauteur, l'eau s'écoule par gravité. C'est le poids de l'eau qui fait pression et la pousse dans les tuyaux. Tu respires un bon coup et hop, tu te laisses glisser jusqu'en bas comme sur un toboggan. Puis c'est le grand voyage des petites gouttes d'eau pure dans les tuyaux. L'eau est ainsi distribuée jusqu'aux habitations par un réseau de canalisation de plusieurs dizaines de kilomètres. Ça en fait des tuyaux à raccorder. L'oncle de Google, il paraît qu'il travaille chez Noréade. C'est eux qui s'occupent de tout ça. Eddie était devenu un véritable expert. Pourtant, il ne m'avait pas parlé de la pollution et des risques de contamination. C'est qu'en s'infiltrant vers la nappe phréatique, l'eau entraîne avec elle les produits polluants enfouis dans le sol. Du coup, la nappe phréatique risque d'être elle-même contaminée. Voilà pourquoi elle est parfois filtrée, purifiée et désinfectée dans des stations de traitement d'eau potable. Et un contrôle régulier du réseau permet de vérifier la qualité de l'eau distribuée. Et voilà comment la petite goutte d'eau pure s'est retrouvée dans ton verre à dents. Poum poum pidou. Poum poum pidou, poum poum pidou. Tu vas voir la suite, petite goutte d'eau pure. C'est dans les égouts et à la station d'épuration que ça se passe. Eddie avait raison. L'eau sale qui sort de nos habitations, cette eau dite de pollution domestique, n'est pas rejetée telle qu'elle dans la nature. Il a bien fallu s'organiser et mettre en œuvre un réseau d'assainissement pour protéger l'environnement. Tu sais, mon copain Google, il aime bien tout ce qui est tuyaux, raccordements, canalisation. C'est encore lui qui m'a expliqué comment fonctionne le réseau d'assainissement. Les eaux sales sont recueillies dans les égouts en sortie des habitations, collectées sur plusieurs kilomètres jusqu'à une station d'épuration, avant d'être rejetées dans la rivière. Il a raison, ton copain Google. Mais tu parles d'un voyage touristique. Crois-moi, lorsqu'elle émerge des égouts, la pauvre petite H2O n'est pas belle à voir. Elle lui a alors fait une description détaillée d'une station d'épuration. C'est comme à l'hôpital. Nous y passons plusieurs jours pour suivre une série de traitements. L'entrée à la station se fait par une grille rotative qui permet de se débarrasser des plus gros déchets. Tu sais, les papiers, plastiques et autres pourritures qui traînaient avec moi dans les égouts. Passé ce premier barrage, nous glissons vers un bassin où nous restons plusieurs heures. On s'attaque au sable en suspension, aux huiles et aux graisses pour les éliminer du circuit. Mais le traitement est loin d'être terminé, car il y a encore toutes ces matières organiques dont nous sommes gonflés, nous les petits H2O. Le carbone, l'azote, le phosphore. Je peux te dire qu'on a encore du mal à respirer. Eddie était tout attentif à ce que lui racontait H2O. Et après, c'est quoi ces grands bassins circulaires? Il parlait des bassins d'aération où les petites H2O subissent un traitement de choc grâce aux millions de bactéries présentes dans ces bassins et qui vont absorber les matières organiques. De vraies petites gloutonnes, ces bactéries. Faut les voir à l'œuvre. 24 heures sur 24. En quelques jours, elles avalent toutes les matières polluantes. Et comme elles ont besoin d'oxygène pour vivre, on injecte de l'air dans le bassin.
C'est pour ça que tu vois des bulles à la surface. Tu vois, le traitement fait son effet. Les couleurs reviennent peu à peu. Nous glissons alors vers un troisième bassin, le clarificateur. Un joli nom, tu trouves pas? Ah, franchement, on se sent revivre. Regarde comme on est propre. Un bébé qui sort du bain. Youpi! Je t'assure, n'y croyais pas en arrivant à la station. Encore quelques heures de convalescence, un dernier contrôle au laboratoire, un plongeon dans la rivière et hop, en route vers l'océan. Eddie avait fini par s'endormir. Maintenant, il rêvait. Il rêvait que H2O s'en retournait tranquillement chez elle, et comme elle, des millions et des millions de petites gouttes d'eau qui forment les océans, les lacs, les glaciers à la surface de la Terre, la planète bleue. Le cycle de l'eau était terminé. Au bout de son voyage, H2O avait retrouvé ses copains les dauphins. Un jour, demain peut-être, chauffée par les rayons du soleil, elle va à nouveau s'évaporer, monter dans l'atmosphère, habiter quelque temps dans un nuage avant de redescendre sur Terre. Un nouveau cycle était commencé. Pluie, neige, grêle, qui peut savoir? Mais si en te promenant le long d'une rivière ou en prenant ton bain, tu entends une petite voix, Bonjour, comment tu t'appelles? tu te souviendras certainement de cette belle histoire qui est arrivée à Eddie, le fils de mon voisin, un soir qu'il se brossait les dents. Tu sais pas, l'autre jour, en discutant avec mon copain Google, j'ai encore appris un truc sur le cycle de l'eau. Si tu réfléchis bien, dans la mer, l'eau est salée. Et quand elle arrive au robinet, c'est de l'eau douce. Et c'est fort, ça, non? Tu veux que je t'explique? C'est tout simple. Attends, tu vas voir. Écoute, Eddie, une autre fois si tu veux bien. On m'attend chez Noréade. Mais si tu revois H2O, tu peux lui dire bonjour de ma part? Et surtout, n'oublie pas, l'eau est un bien précieux.